Truffet, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, alors je suis Jean-Marc Truffet. Je suis responsable de la communication et des projets au sein de la Fondation Maïf. Aujourd'hui, on voulait parler de données personnelles. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, pour moi, une donnée personnelle, c'est une donnée qui va permettre d'identifier un individu. Donc évidemment, la toute première donnée auquel on peut penser, c'est l'identité de la personne, son nom, son prénom, ou des informations qui permettent de l'identifier de manière certaine, son numéro de téléphone, son adresse, sa date de naissance, ce genre de choses. Donc dans les données personnelles, il y a aussi toutes les informations que la personne va produire ou va utiliser sur l'Internet au sens large, en particulier sur les réseaux sociaux, qui permettent de savoir qu'une personne aime telle ou telle chose, qu'elle a telle ou telle préférence, qu'elle est dans tel et tel groupe, dans telle et telle communauté. Et ça, ce sont des données personnelles selon moi. Et là, on est vraiment quasiment au cœur de l'intime, au cœur de la vie privée numérique. C'est quoi l'intérêt pour la Fondation Maïf des données personnelles? Alors, la Fondation Maïf s'intéresse aux risques numériques. Dans les risques numériques, il y a tout un tas de choses. Nous, l'axe privilégié qu'on a choisi depuis 4 ou 5 ans, c'est justement l'axe qu'on va appeler protection de la vie numérique et donc la captation des données personnelles. Nous, ce qui nous a préoccupé à la Fondation Maïf, c'est de voir un peu le déséquilibre qui pouvait exister entre une personne qui utilise des services sur Internet et les fournisseurs de services, parce que bien souvent la personne est un peu inconsciente de ce qu'elle donne, de ce qu'elle délivre, de ce que l'informatique permet aujourd'hui de capter et de mémoriser en termes d'informations. En revanche, les fournisseurs de services sont évidemment parfaitement au fait de ça et donc vont capter un maximum de choses et les utiliser à leur profit sans bien souvent en avertir de manière formelle les utilisateurs. Alors aujourd'hui, on travaille avec vous sur un projet qui s'appelle Pigard. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tous les 2 ans, la Fondation Maïf en fait des appels à projets. Et à ce moment-là, Panga était en train d'imaginer ce que pouvait être un boîtier dont la particularité était de révéler les données qui sortent de l'habitation, qui sortent du domicile. De faire en sorte que les personnes étant en utilisation soit d'un objet connecté, soit d'un smartphone, soit d'un PC, puissent visualiser de manière extrêmement simple toutes les informations qui sont captées par ces objets et envoyées vers les serveurs de service. Pigard est un outil qui permet de rééquilibrer la position de l'utilisateur vis-à-vis des fournisseurs de services sur Internet. Puisque grâce à Pigard, les personnes sont en capacité à naviguer de manière complètement anonyme et donc à ne pas fournir cette monnaie d'échange essentielle entre le service et l'utilisateur qui est la donnée personnelle. Bon, on va parler de sujets un peu plus généraux. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du marché de la donnée? Le marché de la donnée, pour moi, est surtout un marché souterrain, un marché quasiment illicite ou illégal quelque part. C'est un marché qui existe, mais qui n'est pas au grand jour. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une monétisation de l'utilisateur de ces données personnelles vis-à-vis d'un certain nombre d'acheteurs. Il y a des petites tentatives qui existent de ci, de là, mais c'est microscopique et c'est quasi insignifiant. Donc l'immense majorité du marché de la donnée est un marché entre gros acteurs qui stockent de l'information et qui la revendent ensuite aux plus offrants. Est-ce qu'il pourrait y avoir une évolution vertueuse pour ce marché de la donnée personnelle? Et si oui, comment? S'il doit y avoir un marché de la donnée, il faut que ce soit un marché équilibré, un marché conscient. C'est-à-dire que si moi, individu, j'accepte effectivement que mes données personnelles soient captées par des acteurs industriels, voire éventuellement être revendues par ces mêmes acteurs à d'autres acteurs, il faut que je sois partie prenante du contrat, entre guillemets. Voilà. Tant que ce genre de transparence n'aura pas lieu, on sera dans un marché souterrain et illégal. Parce que pour vous, le marché de la donnée tel qu'il existe, c'est illégal? C'est pas condamnable en tant que tel. Ce qui est plus condamnable, ce qui serait condamnable, mais là on est un peu dans le conditionnel, c'est que en sus de cet apport de services que les applications fournissent, elles se servent de la matière première pour créer un marché parallèle qui sera le marché de la data. C'est là où c'est condamnable, parce que les gens ne sont pas véritablement au courant de ce qui se passe.
C'est ça qui est problématique aujourd'hui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les informations, à un moment donné, servent les individus. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un GPS. Il est bien évident que le GPS va mémoriser un certain nombre d'informations qui m'appartiennent, qui sont les données de localisation. Mais si grâce à ça, il m'apporte un service additionnel, et un service additionnel que j'ai moi-même sollicité, je trouve qu'on est dans un marché respectueux. Parce qu'il y a équilibre entre le fournisseur et l'utilisateur, le fournisseur et le client. Voilà, c'est le maître mot, me semble-t-il, d'un marché respectueux ou un marché vertueux de l'information. Vous pensez quoi des marketplaces de données personnelles? Vous y croyez? Je trouve que c'est un peu illusoire que l'individu puisse se dire « mes données ont une valeur et je suis en capacité à les vendre ». Moi, je crois beaucoup plus à l'idée que mes données, de manière unique, n'ont quasiment aucune valeur. Rassemblées avec d'autres, elles prennent de la valeur parce qu'elles participent à la formation de connaissances. Et si cette connaissance m'est restituée en termes de service, pour le coup, ça me paraît équilibré. Moi, je n'ai pas besoin de vendre mes datas. On va revenir à votre cœur de métier, le risque. C'est quoi les risques associés à la donnée? Alors, les risques liés à la donnée sont essentiellement des risques d'intrusion. D'intrusion dans sa vie intime, dans sa vie personnelle, dans sa vie privée numérique. Parce que quand on navigue sur le web, on laisse plein d'informations, on laisse plein de traces, quelquefois sans s'en rendre véritablement compte, parce qu'on a l'impression d'être protégé au travers de mots de passe ou de protection qu'on s'est donné. Et en même temps, on ne sait jamais ce dont sont capables les hackers. Et bien avant les hackers, les fournisseurs des services eux-mêmes, qui emmagasinent des quantités colossales d'informations. Et un jour, ils peuvent décider finalement de les revendre ou de faire des transactions sur lesquelles on n'est pas averti. Voilà. Donc des données très sensibles peuvent se trouver propagées sur le web sans qu'on en ait conscience. Et lorsqu'elles ressortent, c'est beaucoup trop tard. Parce qu'à ce moment-là, il est quasi impossible de les effacer. Alors, est-ce que vous pensez que la publicité ciblée peut représenter un risque? Un risque, non. Non, si on a son libre arbitre et si on sait faire la part des choses entre de l'information qui nous est poussée et puis un besoin qu'on a de consommer. Voilà. C'est le risque d'aliénation quelque part. C'est-à-dire que dans le phénomène des réseaux sociaux, c'est les bulles cognitives. On enferme progressivement les gens dans la certitude parce qu'ils ne peuvent voir que ce qu'ils pensent. Donc, petit à petit, ils sont enfermés et la vérité se limite finalement à cette bulle qui a été créée autour d'eux. On va revenir au risque. Actuellement, c'est quoi les solutions existantes pour se protéger? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Principalement des solutions logicielles, comme par exemple des logiciels qui empêchent les publicités de se déverser sur les pages web qu'on visite. Il y a aussi des solutions de type VPN qui sont disponibles chez certains fournisseurs d'accès, mais des solutions globales qui envisagent l'intégralité de tout ce qu'on peut mettre en place autour de l'utilisateur pour le protéger de ses accès, le protéger de ses navigations. À mon sens, il y en a très peu, voire même pas du tout. Alors, on parlait de solutions de protection. On peut peut-être parler de législation aussi. Vous pensez quoi, vous, du RGPD? Est-ce que ça suffit à protéger nos données personnelles? Alors, le RGPD est une excellente initiative. Voilà. Parce que justement, tout ceci était fait de manière complètement obscure, en tout cas sans que le citoyen ait une vraie conscience de ce qui se passe derrière le rideau. Ce qui a amené le RGPD, c'est effectivement une partie de la prise de conscience des utilisateurs, parce que les gens se sont posé la question en disant « est-il nécessaire de mettre une règle là où je ne vois rien, là où il ne se passe rien ?» En revanche, le RGPD, à mon sens, n'a pas permis cette vraie régulation telle qu'on en parlait il y a un instant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que malgré tous les messages là, qui arrivent quand on se connecte sur un site web, la plupart des gens acceptent les cookies parce que ça prend beaucoup trop de temps de regarder quels sont les cookies qui sont créés par le site, ceux qui sont potentiellement dangereux pour la vie privée, ceux qui me sont nécessaires dans la navigation du site. Imaginons que vous êtes élu député européen. Vous êtes en charge de la protection des données personnelles.
Qu'est-ce que vous mettriez en place comme régulation? Quelle stratégie au niveau de l'Europe on pourrait imaginer? Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a loupé la révolution numérique. Voilà. Et donc, elle est complètement recroquevillée entre les deux grandes puissances digitales que sont les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Elle n'a pas aujourd'hui d'entreprise suffisamment importante, suffisamment conséquente pour pouvoir être en capacité à entrer en concurrence avec ces deux géants. Donc effectivement, l'Europe a essayé de légiférer. Elle a eu entièrement raison de le faire, puisque ça a permis la protection du consommateur. Là où il y a quand même un manque cruel, c'est des alternatives. Parce que on peut condamner l'hégémonie, par exemple, des GAFAM, pour ne citer que cela, mais ce serait compliqué de vivre sans eux. Ce serait compliqué de supprimer les Google, Amazon et autres consorts. Parce qu'il n'y a pas de véritable géant industriel en Europe en capacité à fournir le même service aujourd'hui. Alors là, on fait le constat qu'en Europe, on n'a pas de géant industriel. Et l'Union européenne, elle a quand même financé des projets, comme Quant, Oui. par exemple. Oui. Vous en pensez quoi? Oui, ça m'a traversé l'esprit, oui, je peux le mentionner. Est-ce que Quant aujourd'hui, enfin, oui, c'est vrai, ça mériterait qu'on le mentionne au moins pour dire que c'est quelque chose qu'il faudrait pousser, c'est quelque chose à laquelle il faudrait adhérer. Mais c'est bien la seule, hein. À un moment donné, il y avait Framasoft. Voilà. Et chez Framasoft, il y a une quinzaine de logiciels qui sont potentiellement concurrents de Google, hormis le moteur de recherche. Il n'y a pas de moteur de recherche chez Framasoft. Vous pensez que c'est quoi qui empêche le citoyen lambda d'utiliser L'argent. sa fonctionnalité? Oui, mais il ne peut y avoir de fonctionnalité que s'il y a des financements. C'est une association, Framasoft. Et Quant, pendant longtemps, a été un outil complètement ignoré du grand public. Il y a pas, ça fait quoi, 2-3 ans peut-être, 2-3 ans qu'il commence à sortir un peu la tête de l'eau, que des administrations ont décidé de l'installer sur leur PC. Avant, il n'y avait même pas ça. Ce genre d'initiative, mais la vôtre, hein, c'est pareil, hein, ce genre d'initiative ne peut vivre que si, à minimum, elle est connue, que si elle obtient des financements, parce que sinon, terminé, et que si elle apporte de la valeur aux gens qui l'utilisent. Comment est né Google? Google, à mon avis, il n'est pas né de subventions de l'État américain. Ni les Twitter, ni les Facebook, ni les tout team. Ils sont nés de la libre entreprise, de l'imagination de leurs concepteurs, et ensuite ils sont nés de la mise en échelle. Facebook, ça a démarré dans un collège, dans un lycée, enfin dans une université américaine. Et ensuite, une fois qu'ils ont installé leur hégémonie, c'est compliqué. C'est compliqué de venir gratter le monopole qu'ils ont. C'est super compliqué. Il faut des moyens colossaux ou des idées démoniaques. On va enchaîner sur la notion de souveraineté. Ça vous évoque quoi, la notion de souveraineté des données, de souveraineté du numérique? Déjà, le terme souveraineté, ce que ça évoque chez moi, c'est l'État, l'institution publique. Alors pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait la souveraineté des données? Parce qu'aujourd'hui, à partir des données, on crée la connaissance, on crée le savoir. Et qu'un État ne peut pas dépendre en termes de connaissance, de savoir et donc de progrès d'un autre État. C'est juste impossible. Donc il faut véritablement que l'Europe soit en capacité à retrouver la souveraineté des données au minimum de ses concitoyens, sinon éventuellement de frontières plus larges en ayant des produits qui permettent la collecte organisée, consciente et vertueuse des informations. Du coup, selon vous, c'est quoi les enjeux politiques en matière de protection des données personnelles? Je pense que le principal enjeu pour les individus, c'est de vivre leur vie numérique de manière libre. C'est d'être parfaitement en conscience de ce qu'ils font, pourquoi ils le font, des choix qu'ils opèrent, de conserver un vrai libre arbitre. Imaginons, si on continue dans une société où on ne se préoccupe pas des données personnelles, vers quel type de société on se dirige, en fait? Est-ce que ça paraît crédible qu'un État, comme les États-Unis ou la Chine, se serve de cette récupération de données personnelles pour nuire à nos États européens?
Ou bien est-ce qu'on pourrait imaginer que les GAFAM peuvent, par exemple, diriger, Le monde. Mais déjà. Google, ils voulaient faire leur propre État, hein, il me semble. Mhm. Oui, sur une île, c'est pas ça, ils voulaient acheter une île, créer une île. Mais le fait est qu'ils sont, sur certains aspects, plus puissants que les États eux-mêmes, hein. Ils n'ont pas de frontières. Ils s'installent où ils veulent, quand ils veulent. Ils déplacent les sièges sociaux, ils déplacent leur comptabilité, les bénéfices. Voilà. Et puis les outils, de toute façon, se propagent. Les outils ne s'arrêtent pas aux frontières, sauf en Chine. Mais sinon, ils se propagent de manière complètement libre. Et c'est vrai que s'ils sont en capacité ensuite à manipuler les opinions, voilà, Google pourrait devenir le nouveau Dieu. Donc là, on va pas vraiment vers une évolution, très optimiste. Si on prend les deux pôles aujourd'hui de la planète qui occupent le digital, en l'occurrence les États-Unis et la Chine, on peut se dire dans quel sens ces deux sociétés vont-elles évoluer? Bon, on peut imaginer que la société américaine, que société hyper commerciale, hyper libérale, elle évolue dans une espèce de, on va dire, de mise en commun de l'information numérique et digitale, de manière complètement libre, une espèce d'exhibitionnisme permanent. Voilà, il n'y a plus de vie privée, tout un chacun est capable de savoir ce que pense son voisin, mais sans aucune appréhension et sans aucun interdit. Voilà. Quelque part, on peut se dire quand même que c'est aussi une négation de l'être humain dans son essence et dans, on va dire, son intégrité. Hein. Puis de l'autre côté, il y a la Chine, où là, le schéma, c'est l'individu est au service du collectif, sans aucun problème. Et donc, le numérique est utilisé pour asservir l'individu pour que le collectif puisse perdurer. Et là aussi, personnellement, je pense que c'est une négation des libertés individuelles et une négation de l'être en tant qu'être unique. Voilà. Pas très optimiste. Alors, du coup, on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller? Un mot pour conclure? Après tout ça, moi, ce que je conseillerais, c'est d'être prudent. Voilà. On a vu qu'il existait aujourd'hui peu de parades pour se prémunir contre le vol, le pillage de ces données personnelles. Donc, si on veut s'en prémunir, il faut être prudent. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut prendre des précautions quand on va sur les sites internet, prendre encore beaucoup plus de précautions quand on utilise des applications. Non pas pour les décrier, pour dire qu'elles ne servent à rien, bien évidemment que non, mais la monnaie d'échange, on le sait tous, ce sont les données personnelles.